Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour un webinaire sur la formation conseillère en économie sociale familiale. Je suis Marine Mauduit, responsable de la filière CESF et je suis accompagnée par... Bonjour, moi c'est Kimberly, étudiante CESF. Bien, nous allons pouvoir aborder avec vous, on vous propose 3 points importants, donc le métier, qu'est-ce qu'une CESF, et on aura aussi le témoignage de Kimberly qui pourra aussi vous raconter dans le cadre de son stage ce qu'elle a pu voir d'une CESF. Quel est l'intérêt ou la plus-value de se former dans un IRTS, notamment à Montrouge, et nous verrons les modalités de formation, en gros le projet pédagogique que nous avons mis en place pour vous accompagner tout au long de l'année. Et Kimberly pourra illustrer avec son expérience d'étudiante. Oui. Donc, le métier de CESF, c'est un métier qui est basé sur une spécialisation, c'est-à-dire ce sont des spécialistes de la vie quotidienne auprès des familles, de personnes isolées, de personnes âgées, mais c'est quand même un spécialiste de la famille autour de plusieurs champs de la vie quotidienne, notamment autour de tout ce qui concerne la consommation. Par exemple, une CESF peut être amenée à travailler avec une famille sur comment consommer euh, des produits alimentaires, des produits ménagers à moindre coût, tout en gardant de la qualité. Elle peut également travailler autour du thème de l'habitat. Donc une CESF est très souvent, travaille très souvent avec des bailleurs sociaux pour accompagner les familles éventuellement face à des difficultés d'impayés de loyer, par exemple, suite à un événement de vie, on pourrait parler de deuil, de chômage, de perte d'emploi. Et donc la conseillère, ayant une capacité et une analyse autour de l'accompagnement éducatif budgétaire des familles, elle soutient les familles pour éviter en fait les expulsions. Voilà. Elle travaille de plus en plus autour de l'insertion, à la fois sociale et professionnelle. On les trouve beaucoup en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Elle travaille aussi auprès de jeunes pour les aider à s'insérer dans la vie. Euh, il y a aussi toute la question, et elle est aujourd'hui très importante, c'est toute la question du surendettement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles surendettées pour soit des problèmes d'impayés de loyer et de contraction de crédit, soit suite à un événement de vie, comme je disais tout à l'heure, mais pas que. Nous avons aujourd'hui actuellement beaucoup de conseillères qui travaillent autour de la précarité énergétique, qui précarisent beaucoup de familles et qui les mettent à mal au niveau de leur quotidien. Donc elles travaillent autour de toutes ces questions-là. Ce qui est assez récent aujourd'hui, on voit de plus en plus de conseillères travailler autour des populations plutôt vieillissantes. Donc, elles travaillent dans des EHPAD. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est assez nouveau pour les CESF. Et elles travaillent aussi beaucoup avec les populations, on va dire de façon large, dans le champ du handicap. Par exemple, moi, j'étais une ancienne directrice d'établissement. J'avais une conseillère qui travaillaient auprès des familles pour les accompagner dans leur rôle de parents auprès de leurs enfants rencontrant des déficiences intellectuelles avec des troubles associés. Et elles peuvent mettre en place des projets aussi collectifs autour de sujets qui peuvent intéresser les parents autour de leurs enfants. Quelque chose aussi qui est à valoriser aujourd'hui pour le métier de CESF, les conseillères sont de plus en plus appelées à travailler dans la protection de l'enfance en collaboration avec l'assistante sociale. Donc voilà, c'était important de vous le dire parce qu'il y a une belle évolution de ce métier vers des secteurs qui étaient plutôt fermés à mon époque, puisque moi, par exemple, j'étais CESF, j'ai été formée CESF, et la protection de l'enfance, à l'époque, on n'en parlait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un champ qui est très ouvert pour les CESF. Kimberly, vous qui avez rencontré des CESF dans le cadre de votre stage, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le métier? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Madame Mauduit. En fait, notre métier nous ouvre les portes à plus de public, de plus en plus de public.
Je trouve que nous sommes vraiment à la part avec les assistants de service, les assistantes sociales de service, les ASS, euh, et on forme réellement une équipe en fait lorsqu'on travaille avec différentes filières parce que c'est un complément. Nous, on a cette technicité de la vie quotidienne que nous pouvons apporter et qui nous permet du coup réellement de pouvoir travailler dans la protection de l'enfance, mais aussi d'être avec les personnes âgées, comme le disait Madame Auduit, puisque nous allons travailler sur leur autonomie, nous allons les aider et vraiment cette technicité que nous avons eue durant le BTS et la plus-value dans nos interventions auprès de ce public. Voilà, merci Kimberly. Et du coup, ça nous amène à vous donner peut-être différents profils de CESF, puisque le profil, comme Kimberly vous l'a dit, et j'ai un peu déjà abordé un peu le sujet tout à l'heure, en fait, les profils sont extrêmement variés dans des lieux très variés. Et notamment, quand Kimberly vous parlait des personnes âgées, parfois elles sont hospitalisées, il faut penser le retour au domicile. Et en fait, le service social hospitalier que vous voyez indiqué, c'est un nouveau secteur d'intervention puisqu'ils se sont rendus compte que justement, ce sont des professionnels qui peuvent penser le retour dans l'appartement ou la maison de la personne âgée ou handicapée ou malade. Tant sur l'agencement des meubles, s'il faut revoir parce qu'il y a un lit médicalisé ou des appareils médicaux en plus, et de mettre aussi en lien pour le service à domicile, femme de ménage, le soin, l'infirmière. Donc, elle fait le lien avec tous ces professionnels. Ça, c'est relativement nouveau. Avant, les CESF ne pouvaient pas travailler à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le cas, elles travaillent à l'hôpital pour pouvoir travailler ce retour au domicile. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est nouveau dans cette variété. Il y a des CESF de plus en plus en libéral. Donc ça, c'est important. C'est une nouvelle génération de professionnels de travailleurs sociaux. Donc en général, elles font de l'accompagnement individuel de famille, mais elles travaillent aussi par mission au sein d'entreprises. Vous voyez par exemple la Poste, la SNCF et d'autres entreprises qui, à un moment donné, pour leurs salariés, ont besoin d'une CESF pour travailler les problématiques des salariés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne aussi une ouverture possible dans le travail. Et il y a tous ces lieux, je dirais, plus anciens qui ont l'habitude de travailler avec les CESF. Il y a le centre communal d'action sociale, les caisses d'allocation familiale, les départements, pardon, mais aussi les UDAF, Union départementale des affaires familiales. Et Kimberly, elle, fait son stage dans un centre communal d'action sociale. Elle peut peut-être nous en parler. Oui. Alors, pour appuyer ce que disait Madame Mauduit au niveau des liens de partenaires, en tant que CESF, on a de plus en plus cette place un peu de coordinatrice au niveau des partenaires, de pouvoir, pour une personne, pouvoir être au centre de toute la communication des partenaires pour justement favoriser l'autonomie de la personne ou trouver les pistes de travail les plus adaptées en tout cas à la situation de la personne. Et dans le service, dans le CCAS, exactement le Centre communal d'action sociale, alors c'est un service qui est réellement au plus près de la population puisque c'est une administration locale du coup. Et ça nous permet réellement de voir les besoins, on peut dire, primaires des personnes, donc avec des besoins d'aide financière, tant pour l'alimentation comme pour l'énergie. Comme disait Madame Auduit, nous avons de plus en plus de personnes avec cette difficulté de pouvoir se chauffer correctement. Et d'ailleurs, le département, en tout cas dans lequel je suis, est conscient de ça et donc du coup il y a une aide spécifique pour l'énergie qui est faite une fois par an auprès des ménages les plus défavorisés. Donc c'est des services qui réellement enrichissent notre métier où on peut réellement intervenir avec tous nos savoirs et on peut être au plus près de la population.
Madame Auduit a des questions. Donc, Oui. Léo nous demande « Bonjour, un CESF, c'est comme un assistance sociale. Nous avons des spécificités. Il faut savoir que on est de plus en plus, on va dire, un travailleur social dans le terrain. On parle plus de travailleur social que de CESF, ASS, éducateur spécialisé, excusez-moi. Mais lorsqu'on est amené à travailler ensemble, nos points de vue sont enrichis puisque nous avons des spécificités qui font que nous pouvons aider au mieux la personne. Donc, pour ma part, en tant que CESF, c'est vraiment ce côté technique sur la vie quotidienne qui est la plus-value, mais aussi sur le budget. Par exemple, le budget, on va pouvoir voir des chiffres. Et en fait, le budget, ce ne sont pas des chiffres, c'est toute une vie qui est derrière le budget d'une famille, d'une personne. Et lorsqu'on apprend ceci, du coup, ça nous aide à accompagner la personne au mieux et que cette personne puisse vraiment avoir une maîtrise de son budget, puisse comprendre son budget. Et c'est vraiment la différence au niveau de l'accompagnement en tant que CESF. Voilà, tout à fait, je ne vais pas en rajouter, c'est, je pense, assez bien défini, et puis sur votre pratique, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, Yasmina posait une question aussi intéressante, donc j'allais y venir, Yasmina, mais effectivement, pour rentrer en 3e année de CESF, il faut obligatoirement avoir un BTS en économie sociale familiale. Il n'y a pas de dérogation pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc, pour entrer à l'IRTS ou dans une autre école, il faut avoir un BTS en économie sociale familiale. Ça, c'est une obligation. Pour rappel, avant de parler de l'intérêt d'être dans un IRTS pour se former, en fait, peut-être préciser une chose importante. Pour être formé CESF, on passe d'abord effectivement par un BTS en économie sociale familiale. En général, c'est fait dans un lycée. Donc, on est dans un lycée pendant 2 ans, sauf au Greta, par exemple, où ils le font en 1 an. Donc, ça, c'est aussi une information importante. Et ensuite, la 3e année, soit elle est poursuivie dans le lycée dans lequel on est, mais on est dans un lycée monofilière, donc on reste entre ESF, ou ça peut être fait, du coup, la 3e année en IRTS. Ça, c'est important. Et donc, nous, à l'IRTS de Montrouge, on a la 3e année pour vous former, pour faire de vous un travailleur social. Aussi, une chose importante, c'est un diplôme d'État, gradé licence. Ça, c'est important. Pourquoi un diplôme d'État? Parce qu'on passera des épreuves qui seront validées par des travailleurs sociaux et particulièrement des CESF. Et on fera des stages, on va pouvoir en parler tout à l'heure, des stages auprès de CESF diplômés qui vont nous transmettre leur pratique, leur savoir. Voilà, donc ça c'est important aussi de resituer comment on peut devenir CESF. J'espère, Yasmina, vous avoir un petit peu éclairé sur votre question. Donc du coup, on arrive justement à l'IRTS. Alors, quel pourrait être l'intérêt du coup de s'inscrire dans un IRTS? Alors, un IRTS a un intérêt que je trouve très fort, c'est qu'en fait, il est un lieu où tous les travailleurs sociaux sont formés. Donc, à l'IRTS Montrouge, vous avez des éducateurs spécialisés, vous avez des éducateurs de jeunes enfants, vous avez des assistantes sociales, vous avez des conseillères, vous avez des AES, accompagnement éducatif social, vous avez des moniteurs éducateurs, mais aussi quelque chose qui peut être intéressant pour nous, qui sommes gradés licence, nous pouvons plus tard revenir à l'école et passer un master ou autre diplôme du travail social pour prendre des fonctions d'encadrement. Donc, ça veut dire qu'on peut revenir dans son école se former tout au long de sa vie. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans son parcours professionnel. Vous l'avez compris en la présence de Kimberley, peut-être l'intérêt de travailler dans un IRTS, c'est qu'il y a un accompagnement assez individualisé. On connaît nos étudiants, on travaille avec eux sur le contenu de la formation, donc on essaye de co-construire au mieux avec eux sur la formation. Donc ça, pour moi, je pense que c'est la base pour pouvoir vous former.
Je pense qu'aussi la méthode, et là Kimberley peut-être va nous décrire les modalités de formation. Nous sommes plutôt dans une démarche en fait réflexive, c'est-à-dire que le cours se déroule pas descendant, c'est-à-dire l'intervenant vient et donne son cours et repart. Non, parce que vous, sur un sujet, vous avez aussi des choses à dire, à réfléchir ensemble et à partager avec l'intervenant. Donc, Kimberley, vous me racontiez tout à l'heure une expérience. Alors, en fait, c'est vrai qu'à l'IRTS, on est vraiment sur cette formation professionnelle. On sort du cadre scolaire, puisque c'est, comme disait Madame Mauduit, les 2 ans de BTS qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est vraiment notre base, la base de notre métier. Mais on sort de ce cadre scolaire pour devenir professionnel. Je pense que si on a ça en tête, les cours, on les voit différemment. L'avantage à l'IRTS, c'est que nos intervenants, ce sont des professionnels, souvent qui sont sur le terrain et du coup qui peuvent nous transmettre directement leur expérience, ce qu'ils font, et ça c'est très très parlant. Pour ma part, c'est que les intervenants, ils nous, ils nous posent des questions et on peut en fait partir. Le cours, c'est pas la théorie et on reste sur la théorie, c'est vraiment ils nous posent des questions et à partir de nos questions, de nos intérêts, on peut dire ça comme ça, ce qu'on a pu aussi constater sur le terrain, va découler le cours en fait. Et donc c'est beaucoup plus vivant. On reste vraiment, on sort de ce scolaire pour être sur le terrain, même pendant les cours. Merci Kimberley. Et du coup, vous l'avez compris, c'est cette ouverture d'esprit, cet esprit critique qu'on cherche à vous apporter pour votre prise de fonction l'année suivante. Il y a quelque chose sur lequel on est très attaché dans la filière CESF, c'est la transversalité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a conçu notre programme de formation en ayant des moments où nous allons avoir des cours avec les éducateurs spécialisés, avec les assistantes sociales et avec les éducateurs de jeunes enfants à des moments dans l'année sur des thèmes assez précis, tout simplement pour apprendre à se connaître, comprendre comment l'autre travaille et partager aussi un travail en commun. Bref, on commence à se faire du réseau, on commence à faire du travail d'équipe, on expérimente tout ça avec les autres. Donc ça, on est vraiment très attaché à ce type d'approche du métier CESF. Et vous aussi, vous permettez aux autres professionnels de faire connaître le métier de CESF. Si je peux me permettre, Madame Mauduit, excusez-moi, allez-y. Il y a 10 ans, j'étais à l'IRTS, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, juste pour vous faire la différence de ce que Madame Mauduit est en train de dire, c'est que c'est réellement un plus, pouvoir être avec les autres. C'est une ouverture d'esprit. Ça nous permet de connaître les autres professions, de savoir comment ils réfléchissent, comment ils font sur le terrain. Et de ne pas rester nous dans notre coin en tant que CESF. De plus, ça permet aussi, alors les CESF sont de plus en plus connus, mais on est encore une petite minorité, j'ai l'impression. Et dès la formation, lorsqu'on est connu par les autres, en fait, ça nous permet aussi de trouver notre place. Lorsqu'on arrive sur le terrain, on sait comment se positionner puisqu'on l'a vécu lors de notre formation. Et ça, je trouve que c'est très, très important puisque comme on est souvent mélangé avec tout le monde, des fois, on se dit, mais comment doit être ma posture? Est-ce que je dois rester comme une assistante sociale? Ou si on a des éducateurs spécialisés, est-ce que je dois prendre la posture de l'éducateur spécialisé? Et en fait, cette formation qu'offre l'IRTS en étant avec les autres filières nous permet d'avoir notre posture dès notre formation. Voilà, bon, c'est très bien illustré, en tout cas en plus avec une histoire où vous avez connu encore les choses différemment, donc ça c'est intéressant. Alors évidemment, on travaille pas tout seul, hein. On travaille avec la Banque de France, on vous fait venir la DRIL, la Banque de France, et aussi on a des intervenants qui sont d'abord CESF, mais pas que. On a aussi des intervenants universitaires qui ont réfléchi notre métier, qui nous aident effectivement à travailler notre éthique, notre déontologie, notre posture, comprendre effectivement quelle identité professionnelle j'ai. Donc tout ça, on essaye de vous l'apporter tout au long de la formation.
Et comme je disais tout à l'heure, aussi un lieu pour se former tout au long de la vie. Et il y a quelque chose d'important, on a construit en fait la formation un peu d'une manière d'alternance intégrative. Alors on peut rentrer en troisième année en filière initiale, c'est-à-dire étudiant, et là on fait un stage de 16 semaines où on peut rentrer en apprentissage. Voilà. Et pour répondre du coup à Valériane, nous avons 18 places en filière initiale et nous avons jusqu'à 20 places en apprentissage. Juste pour vous dire pourquoi c'est intégratif, qu'on soit en apprentissage ou en filière initiale, la formation est pensée sur des temps de stage et des temps de cours. Donc, vous allez en stage, vous revenez à l'école, vous repartez en stage, vous revenez à l'école. L'idée est la suivante, c'est de pouvoir que la théorie nourrisse la pratique, mais que la pratique aussi, que vous faites dans le cadre de votre stage ou votre apprentissage, nourrisse la théorie. Et là, je vais reprendre les propos de Kimberley qui échangeait avec moi tout à l'heure. Elle dit, moi, ça me donne du sens dans ce que j'apprends, dans ce que j'en comprends de la formation. C'est exactement ça. Alors, toujours pour illustrer, nous sommes sur tout ce qui est écrit. Donc, tout à l'heure, on pourra vous dire les différentes compétences et les examens que nous passons. Mais l'un de ces examens que nous venons de passer il y a 3 semaines à peu près, c'est sur le budget. Donc l'accompagnement éducatif budgétaire. Et en fait, il y a quelque chose qui, moi, m'a énormément aidée, c'est cette alternance entre le stage et les cours. Parce que j'ai commencé à voir dans mon stage ce que je faisais en cours. Et en fait, le fait de pouvoir avoir la théorie et en même temps la pratique, ça a provoqué en moi un déclic pour comprendre comment je pouvais en fait analyser une situation, comment je pouvais transmettre ce que j'avais moi appris le jour de l'examen en tout cas, et même ça nous facilite au moment où on reçoit les personnes, puisque pendant vos stages vous allez avoir un temps d'observation. Ensuite vous allez commencer à interagir avec les personnes que vous allez recevoir tout en étant guidé par votre tuteur, tutrice. Et vous allez avoir à un moment donné un moment d'autonomie. Donc, vous allez recevoir tout seul ou toute seule les personnes. Et c'est à ce moment-là où c'est important, en fait, tout le cheminement que vous avez eu entre la théorie et la pratique durant vos stages. Et pour compléter, du coup, Valériane demandait effectivement la sélection. Donc, effectivement, c'est sur dossier. On passe pas par Parcoursup, ça c'est important. Vous déposez votre dossier via Internet sur le site de Montrouge. Et jusqu'à présent, sauf changement particulier, mais jusqu'à présent, il y a un entretien. Vous rencontrerez un formateur ou une personne extérieure qui vous fera passer un entretien, qui est plutôt un entretien de motivation, de voir ce que vous connaissez de la formation, si vous avez une visu sur votre organisation, comment vous l'avez pensé en fait cette année. Hein. Donc ça, c'est très important parce que ça fonde beaucoup de choses dès le démarrage, parce que c'est une année dense. Hein. Et donc, on arrive aux modalités de formation du coup. Et donc, j'ai déjà un petit peu abordé, hein, il y a 2 portes d'entrée, en initial ou en apprentissage. Donc, j'espère, Valériane, que j'ai pu répondre à vos questions. Hein, il y a ces 2 portes d'entrée. Et sur la sélection, du coup, on a vu. Il y a 540 heures de cours. Voilà, donc on se verra, 540 heures de cours toute l'année. Qui passe très vite. Qui passe très vite. Voilà, je suis heureuse de l'entendre dire. Et 560 heures de stage, voilà. Ce qui veut dire on est plus en stage qu'en cours. Ça veut dire qu'on apprend avec les professionnels un peu plus qu'en cours. Donc ça, c'est important aussi. Et le stage doit se faire auprès d'une CESF diplômée d'État. Ça, c'est la réglementation. On ne peut pas déroger à ça. Nous passerons l'année prochaine ensemble 5 certifications, c'est-à-dire 5 examens sur site. Tout se passe sur site pour valider ce qu'on appelle des blocs de compétences. On va les voir tout à l'heure un petit peu, ça va vous éclairer. Et le dernier examen final est à Arcueil. Nous allons passer à Arcueil le fameux mémoire, voilà, qui demande beaucoup de travail pour nos étudiants parce que c'est une démarche un peu particulière.
Donc juste pour vous dire, mais je pense que je l'avais un peu déjà soulevé, on a quand même des intervenants de qualité du secteur, hein, qui sont en activité, donc qui connaissent les populations, l'évolution du métier aussi, donc ils peuvent transmettre ça euh, au groupe en formation. Et je pense qu'on est assez satisfait de la nature de l'accompagnement que l'on propose à nos étudiants. L'accompagnement est à différents niveaux. Euh, on rencontre une problématique personnelle, on est là, on vous reçoit, on voit ce qu'on peut faire. Je peux vous donner un exemple. On a une étudiante qui a été hospitalisée pour quelque chose d'assez important. Nous n'avons pas décidé de suspendre la formation. En accord avec le médecin qui la suivait, quelques cours ont été passés en visio pour qu'elle puisse assister aux cours et des guidances, parce qu'on aura des guidances d'accompagnement, euh, se sont faites au téléphone pour lui laisser le temps de reprendre sa formation. Tout ça a permis un équilibre et qu'elle puisse passer ses certifications. Ça, quand c'est possible, évidemment. Parfois, c'est pas possible. Donc ça, c'est une première approche et moi, je suis disponible assez régulièrement si vous avez besoin. L'autre point est aussi important, on fait les visites de stage. En général, je le fais avec une collègue. On vient vous voir sur site pour voir comment ça se passe, comment on peut vous aider davantage, voir les compétences que vous avez pu acquérir, celles qui sont en cours, celles qu'il faudrait travailler davantage. Donc vraiment, c'est un accompagnement, on va dire en dentelle quand même. Hein. Oui, on est très. Alors, pour le coup, on vous disait tout à l'heure, on sort de ce cursus scolaire pour devenir professionnel, mais on n'est pas lâché dans la nature. On est vraiment accompagné. Les visites de stage, par exemple, nous préparent déjà à notre examen sur l'ISI. Donc, on en parlera, je crois, tout à l'heure plus précisément. Mais c'est un oral. Et donc, au moment où on présente, où on fait la présentation de notre structure, de notre lieu de stage lors de la visite de stage, on se prépare déjà, en fait, à nos examens oraux. Donc, on est vraiment très, très accompagné. Et comme le dit Madame Auduit, pour avoir eu le cas dans ma promotion, c'est vrai que lorsqu'il y a des problèmes de santé familiale, familiaux, je crois qu'on dit, Madame Audieu est là, elle est présente et je pense que c'est toute l'équipe pédagogique qui est présente et la promotion aussi puisque quelque chose de très très important et moi j'ai eu cette chance cette année, c'est qu'on ait une promo très très soudée où on peut se parler, on peut se dire les choses quand on va bien et quand on va pas bien et ça change tout durant l'année de formation. Oui, c'est que vous pouvez vous autoriser à dire, bah là, ça, j'aime pas, là, j'ai du mal, voilà. Ça, c'est important de pouvoir se le dire. En fait, de communiquer. Donc, dans le groupe, ça vous appartient, entre nous, équipe pédagogique, etc., pour vous accompagner. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle des guidances. Donc, par moment dans l'année, vous travaillez en petits groupes pour préparer toutes vos certifications. Donc ça, c'est formidable parce que c'est vraiment quelque chose de proximité qu'on a mis en place pour vous accompagner vers la réussite, en fait. Donc Valériane nous posait la question très justement, j'ai cru comprendre qu'il y avait une réforme. Voilà, oui, Valériane, il y a une réforme. Pour l'instant, la réforme concerne les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux. La réforme va démarrer en septembre 2026, mais nous, comme on passe par un BTS, en fait, la réforme va démarrer en 2027. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui sera peut-être un peu modifié l'année prochaine, parce qu'on le sait déjà que vous avez entendu parler je vous ai expliqué tout à l'heure les certifications, par exemple, elles vont disparaître, ça c'est sûr. On passera au contrôle continu. Voilà une première information. Et puis, une deuxième chose importante, le mémoire disparaît et prendra la forme d'une épreuve conclusive, ils appellent ça. C'est un dossier quand même de 30 pages, comme le mémoire, donc c'est conséquent, sur l'analyse de votre pratique de professionnel dans le cadre de votre formation, comment tout ça, vous avez fait évaluer vos compétences dans le cadre du stage, dans le cadre de la formation. Donc, vous voyez, ça va changer un petit peu les choses. Mais nous en saurons beaucoup plus courant septembre-octobre l'année prochaine. Là, pour l'instant, je vous donne les grandes lignes de la réforme. J'espère que ça répond un petit peu à votre question, Valériane. Donc, le projet pédagogique,
en fait, ça y est, en fait, on vous l'a un peu décliné, hein. Donc, on a parlé tout à l'heure de transversalité. Donc, pour donner un exemple, on a en commun avec les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales et les éducateurs de jeunes enfants, un séminaire qui s'appelle le séminaire protection de l'enfance, qui dure une semaine. Hein. C'est un gros séminaire, mais comme on l'a vu tout à l'heure, bah, c'est des postes, hein, pour les CESF. Donc, il faut quand même qu'on soit à peu près calé sur la protection de l'enfance. Nous avons eu aussi ce qu'on appelle on fait ça en début de rentrée, en fait, les ateliers d'écriture, qui a comme objectif de montrer aux étudiants leur créativité autour de l'écriture et un peu de se réconcilier avec cette histoire, puisqu'on rentre dans un métier où on fait beaucoup de rapports, donc il faut être un peu réconcilié avec le stylo, la feuille ou l'ordinateur. Donc ça, c'est important. On essaie d'avoir cette porte d'entrée très positive, et je peux vous assurer, pour voir la production, il y a des choses magnifiques, dignes d'écrivains. Donc on a des belles surprises à ce moment-là. Et il y a un autre moment où on travaille ensemble, c'est ce qu'on appelle les TME, techniques de médiation éducative. Donc, vous l'avez eu, vous étiez à quel atelier? Le son. Le son. Alors, c'est vrai que quand on nous dit vous allez avoir un atelier créatif, on se dit, et en plus de ça, donc du coup, on a juste l'énoncé. Moi, je savais que j'allais être dans le son. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont nous mettre de la musique en permanence ou je savais pas. Et en fait, pour ma grande surprise, c'est une façon déjà d'échanger avec les autres filières, comme on vous le disait tout à l'heure, mais aussi de réveiller en nous notre capacité de créativité, mais notre curiosité aussi. Par exemple, sur le son, nous avons été amenés à créer des sons avec des objets. Par exemple, la mer, pouvoir faire le son de la mer. En nous imaginons comment on pouvait la créer, en fait. Donc, il y a eu des personnes qui ont pris des bouteilles, d'autres personnes qui ont pris des feuilles. Donc, c'est vraiment réveiller en nous ce côté créatif qui, en fin de compte, nous ouvre l'esprit pour accompagner ensuite les personnes et de ne pas rester sur quelque chose de monotone où on accompagne la personne, on voit ce que la personne a besoin et on s'arrête là. Non, on va vraiment au-delà, et c'est ce que moi j'ai apprécié en tout cas pendant ce temps-là. Voilà, je sais qu'il y avait un atelier marionnette, Oui. un atelier jardin, esthétique. Et une année, il y a eu piscine, je crois. Voilà, donc différents moments importants, mais c'est aussi montrer que quand on accompagne les personnes, parfois utiliser une autre médiation que la relation duel derrière un bureau, mais d'utiliser la créativité de la personne, c'est aussi travailler sur son estime de soi, la reprise de confiance et montrer qu'il y a des possibles. Donc c'est aussi ça que ça permet de mettre au travail, en fait, dans le cadre de la formation, ça vous permet de voir tout ça. Nous avons aussi quelque chose auquel nous sommes attachés depuis 2 ans. Nous faisons des cours hors les murs. Alors, ça fait très chic de dire cours hors les murs, mais nous avons des partenariats avec certains employeurs qui nous accueillent la journée. On part avec le groupe complet sur le lieu et nous rencontrons les professionnels qui vont nous parler comment ils accompagnent les familles, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont vu des évolutions, leurs difficultés aussi, voilà, on parle de tout ça. Et dernièrement, nous avons été dans une structure qui accompagne autour du logement et nous avons rencontré des travailleurs sociaux qui nous ont aidés à penser une fresque, hein, c'est ça, sur le parcours en fait autour du logement. Donc c'était passionnant. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler pas qu'à l'IRTS, mais d'aller voir comment ça se passe dans d'autres lieux, parce que aussi ça vous permet de voir d'autres champs que le champ de là où vous faites votre stage. Ça permet aussi d'ouvrir un peu. Encore une fois, nous sommes en fait dans ce côté, ça y est, nous sommes des professionnels en fait. Nous rentrons, nous sommes sur le terrain et nous voyons en fait tout ce qui se passe sur le terrain. Donc le fait de pouvoir être sur une structure qui est déjà toute construite, où il y a des travailleurs sociaux, où ils ont beaucoup d'expérience, ça nous permet vraiment de nous projeter, de ne pas rester comme des étudiants, mais vraiment les futurs professionnels et acquérir les bases les plus importantes dans notre métier. Donc voilà, et donc vous l'avez
compris, je vais pas reprendre l'accompagnement individualisé, vous l'avez compris que c'était quelque chose qui était, d'ailleurs, vous voyez, le carré est très grand parce que c'est vraiment quelque chose qui nous porte pendant un an ensemble, et je dis bien ensemble, et on a un projet de digitalisation de la formation, on aimerait travailler certains cours par digitalisation, ça prend un peu plus de temps, mais c'est notre projet pédagogique. Donc, pour pas trop vous retenir, parce que nous sommes bavards toutes les deux, hein, c'est raté, juste vous dire que, alors là, c'est le programme de la formation que vous allez voir peut-être rapidement, parce que c'est un petit peu ardu en fait. Hein. Donc, je vous propose de plutôt passer sur l'évaluation de la certification, ce qui nous permet de parler de la formation aussi. Donc, on va passer 4 domaines de compétences. Voilà, ça c'est important. Donc, le domaine 1 va en fait concerner la pratique professionnelle. Donc là, on passera 2 épreuves. Le mémoire, puisque c'est un mémoire professionnel, et on passera une épreuve qui s'appelle analyse avisée socio-éducative. J'ai toujours eu du mal avec cette épreuve. AVSE. Donc là, c'est un oral que nous préparons en guidance, que nous accompagnons. Et là, Kimberly vous disait quelque chose de très juste tout à l'heure. Elle disait, attention, nous avons besoin du BTS. Cette épreuve va s'appuyer sur les connaissances du BTS parce que c'est une épreuve relativement technique. Donc, vous voyez que voilà, jusqu'à présent, ces 2 épreuves sont compensables. Donc, ce qui veut dire que si on est à l'aise à l'oral, on a une bonne note, tant mieux, parce que l'écrit est un peu plus juste pour le mémoire, ça se compense. Mais l'inverse est vrai. Des fois, on est plus compétent à l'écrit, du coup, à l'oral, on est moins sûr, du coup, ça se compense. Hein, voilà, donc ça, c'est important. Le deuxième domaine de compétence, c'est le cœur de métier. En fait, c'est l'intervention sociale. Et là, nous allons travailler tout ce que nous a expliqué Kimberly, tout l'accompagnement autour de l'éducation budgétaire. C'est essayer de comprendre pourquoi une famille, à un moment donné, se retrouve surendettée. Je pense, par exemple, un deuil. On perd son mari, on a 3 enfants. On veut quand même faire plaisir à ses enfants malgré la baisse de ressources, donc on contracte des crédits. Donc, on essaye de comprendre le mécanisme du deuil. On essaye de comprendre pourquoi on compense auprès de ses enfants de cette manière-là et quel impact ça a. Et c'est comme ça qu'on accompagne les familles. Donc ça, c'est des cours qui sont très importants et qui prennent du temps au sein de la formation. Et là, nous avons une épreuve écrite. Donc, c'est un devoir sur table qui est une épreuve à partir d'une vraie situation de famille et vous allez devoir expliquer comment vous allez agir avec cette famille, ce que vous avez repéré, quelle analyse vous en avez. Voilà. Et dans cet autre domaine de compétences, il y a ce qu'on appelle l'ISI, l'intervention sociale individuelle ou collective. Donc là, nos étudiants vont travailler sur expliciter un accompagnement d'une famille, à la fois à l'écrit et le défendre à l'oral. Le dossier est travaillé en amont, donc on a le temps d'accompagner nos étudiants sur l'écrit et nous travaillerons après sur l'oral où on mettra en place des jurys blancs en fait pour vous soutenir et tester, voir où vous en êtes, comment ça se passe à l'oral. Donc pareil, là c'est compensable. Donc si sur l'épreuve écrite, bon j'ai juste 10, il y a l'ISI, donc ça viendra compenser. Et puis si malheureusement on a 9, à l'épreuve écrite, eh bien, à l'ISI, on aura une bonne note, ça sera compensable. Donc, on aura validé le domaine 2. Mais le domaine 1 et le domaine 2 n'est pas compensable entre eux, par contre. Donc, il faut compenser à l'intérieur. Voilà. Nous avons un 3e domaine que nous allons passer. D'ailleurs, Kimberly va passer son épreuve de certification bientôt. C'est tout ce qui concerne la communication professionnelle. Dedans, on travaille comment on fait un écrit professionnel, on réfléchit sur l'éthique de l'écrit, la déontologie de notre écrit, comment on communique les informations aux partenaires, est-ce on envoie les dossiers médicaux par mail, par exemple, vous voyez, toutes ces questions, on va les travailler. Et ça, c'est une épreuve écrite. Ce domaine stresse beaucoup les étudiants, et à juste titre, puisqu'on n'a qu'un devoir sur table, qu'une note. Donc, il faut que ça passe. Voilà, ça c'est important. Et c'est un exercice à partir, pareil, d'une situation de famille. Donc, on va vous demander d'analyser cette communication, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, etc.
Donc ça, c'est important, c'est une épreuve quand même qui est assez importante et puis qui est au cœur de notre métier puisqu'on sera amené à faire des écrits professionnels et aussi avoir une forme de communication professionnelle, mais aussi un peu d'éthique, un peu de déontologie aussi dans notre accompagnement. Le dernier domaine, c'est le domaine 4, qui est tout ce qui concerne, je vais un peu le simplifier, tout ce qui concerne le partenariat. On va essayer de comprendre c'est quoi le partenariat par rapport à un réseau, c'est quoi le partenariat par rapport à un travail d'équipe. On va essayer de comprendre tout ça, les concepts autour de tout ça, et on va être amené à travailler sur un dossier de partenariat, c'est-à-dire sur son lieu de stage. Soit on met en place un partenariat, soit on réactive un partenariat et on va devoir expliciter le choix, comment, pourquoi, à quoi ça va servir, est-ce que c'est facile de mettre en place du partenariat ou pas. Donc là, c'est pareil, il y a un dossier qu'on va avoir le temps de préparer pour votre certification et il y aura un oral, les 2 notes se compensent. Voilà. Donc vous voyez, c'est dense, très dense, malgré les 540 heures de cours qui passent vite, c'est quand même très dense. Et donc, il y a une année, on va vous mettre un exemple de calendrier, de planning, ça va vous donner un peu une idée. Nous, on a fait le choix de faire des certifications tout au long de l'année. Donc, la première certification a eu lieu en février. Nous en passons une deuxième en mars, une troisième en avril et les 2 dernières en juin. Ce qui vous permet de vous organiser en fait tout au long de la formation, d'avoir une manière de vous organiser à titre plus personnel et surtout de vous soulager de certification en certification. Alors, dans le planning qu'on se permet de partager avec vous, en fait, vous voyez en vert, ce sont les fameux moments de transversalité. Et vous voyez qu'on met une force inouïe, mais beaucoup de cours en début, parce qu'on souhaite que vous ayez rempli dans votre sac beaucoup d'outils, puisque certains sont déjà en apprentissage et d'autres vont partir en formation fin octobre. Donc, il faut absolument qu'on vous donne quand même des billes pour que vous soyez déjà un petit peu armés sur vos lieux d'apprentissage ou lieux de stage. Ça, pour nous, c'est important. Après, c'est un peu plus léger, mais pas vraiment, en fait. C'est une petite astuce. Vous êtes en apprentissage, vous êtes en stage et malheureusement, il y a tous les rendus intermédiaires pour arriver à la certification. Et Kimberley, on sourit parce qu'on est en plein dedans. On est sur une période où, comme j'aime à dire, on est dans le dur. Les étudiants n'ont pas de vacances. Très bonne question, Léo. C'est fini la belle vie. Terminé. Blague à part. Nous rentrons fin août en général. Effectivement, nous n'avons plus les vacances de la Toussaint, contrairement au lycée. En fonction de votre lieu d'apprentissage, votre lieu de stage, vous pouvez avoir une semaine à Noël. En général, je le conseille auprès des employeurs. Et effectivement, après en février, vous n'avez pas de vacances. Mais ça peut dépendre aussi de votre lieu d'apprentissage et votre lieu de stage. Ça, c'est à voir. À Pâques, donc sur les vacances d'avril, vous pouvez, pareil comme sur les périodes de Noël, vous pouvez négocier une semaine à minimum. Voilà. Mais sachez qu'il y a des lieux de stage qui sont fermés 15 jours à Noël. Dans ce cas-là, vous êtes fermé 15 jours. Vous n'allez pas en stage pendant 15 jours. Vous voyez Léo, donc c'est pas tout à fait le même rythme qu'au lycée, quand même, c'est assez dense. Donc vous pouvez voir en fait dans l'autre côté du calendrier, en vert clair, en fait c'est toutes les certifications. Donc vous voyez, c'est vraiment étalé pour vous permettre de réussir aussi. Il y a des écoles qui ont fait d'autres choix, de mettre toutes les certifications sur une semaine en fin d'année. Moi, c'est pas le choix que nous avons fait en accord avec les étudiants parce que chaque planning est revu avec mes étudiants. C'est presque de la co-construction parce que chaque promotion a quelque chose à dire et donc j'essaye d'améliorer. Un exemple, nous avons un séminaire qu'on a mis en place, le séminaire Travail social et écologie. Ça, c'est bien de mes étudiants d'il y a 2 ans qui m'ont dit mais c'est une question qui traverse notre pratique dans le cadre de nos stages, dans le cadre de notre apprentissage et nous ne l'avons pas vu d'un point de vue théorique. J'ai trouvé ça hyper pertinent. Donc, nous l'avons créé, nous l'avons mis en place parce que je trouve ça particulièrement pertinent. Et puis, ça me permet aussi de moduler des cours, de voir si je mets avant la psychosociaux, si je le mets plus tôt dans l'année. Vous voyez, des petites choses qu'on aménage chaque année
avec les conseils qu'on peut avoir de nos étudiants. Ça va, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Et pour terminer, parce qu'on a été bavard, on vous tient depuis un moment, juste vous dire, oui, on vous a mis le diplôme, donc évidemment, c'est essentiel, c'est d'avoir ce fameux petit papier là qui est à droite, c'est important, mais je trouve que c'est pas que. En tout cas, ce qu'on essaye de transmettre, et peut-être Kimberley pourra confirmer ou voilà rajouter des choses, mais c'est vraiment essayer de vous aider à construire une posture professionnelle, une identité même professionnelle, vous transmettre des savoirs pour pouvoir avoir des outils, pour pouvoir accompagner, quels que soient les publics vers qui vous allez aller. J'ai l'impression de transmettre un niveau d'engagement, voilà, hein, à travers les intervenants aussi, hein, qui sont très engagés auprès des publics, on va dire, vulnérables. Vous l'avez compris, un esprit critique qu'on partage ensemble. Mais j'ai envie de dire pas que. C'est aussi, dans cette formation, je trouve qu'on se surpasse. Parfois, on se surprend de notre... Beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est intéressant, on se surprend beaucoup. Tiens, ça, je sais faire, quoi. Ça m'intéresse. Tiens, ce public, bah, au début, j'y serais pas allée, ben, j'y vais, quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire aussi en priorité. En fait, moi, de ma place d'étudiante, je trouve que c'est un métier qui nous fait grandir. C'est un métier qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir. Moi, je voulais juste transmettre quelque chose dans cette fin, c'est lorsque vous recevez une personne, lorsque vous recevez une famille, c'est pas un dossier. Ce n'est pas un rapport social, ce n'est pas une aide financière. C'est vraiment une vie. C'est vraiment ce sont des personnes à part entière. Et lorsqu'on les reçoit, même si nous-mêmes, en tant que professionnels, on peut avoir nos problèmes, on peut avoir nos difficultés, parce qu'on est des êtres humains, il faut toujours garder ça en tête, de savoir que les personnes que nous allons recevoir, ce n'est pas un dossier, mais c'est une vie entière, des familles entières. Et lorsqu'on réfléchit à ça, lorsqu'on a ça en tête, la façon d'accompagner les personnes change. Moi, je voulais juste transmettre ça. Et c'est vrai que durant la formation, bah, on a tout ce processus de mûrir, grandir, se transformer d'étudiant, lycéen à vraiment un professionnel. Et pour moi, personnellement, c'est un grand plus. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a encore des questions qu'on pourrait préciser, peut-être des choses où on est passé un peu vite et que vous aimeriez avoir des précisions ou pas. Nous espérons qu'on a été assez clair, qu'on a pu illustrer aussi avec la place de Kimberley qui me paraissait important aussi de partager avec vous, hein, son expérience d'étudiante, hein, parce que c'est une expérience à vivre, hein, malgré tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On en a une. Ah, pour les stages, cela se passe comment? Alors, Valériane, votre question n'est pas très précise, alors peut-être est-ce qu'on vous aide à chercher un stage? Alors, l'idée, c'est d'abord vous qui cherchez un stage et on a mis en place des cours pour apprendre à faire un CV, une demande de stage, cibler les lieux de stage, etc. Ça vous serait accompagné, mais c'est quand même vous qui faites la démarche. En cas de difficulté, bien sûr qu'on va activer auprès de vous nos réseaux. On ne vous laisse pas comme ça. On fait le maximum auprès de vous, avec vous, bien entendu. Ensuite, c'est des stages de 16 semaines. Vous avez vu sur le calendrier, il y a à la fois des cours, des périodes de stage, des cours, hein, de 16 semaines, ce qui veut dire des stages gratifiés. Ça, c'est important auprès d'une CESF diplômée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Je n'ai pas bien vu le planning. Je voulais connaître les dates. Alors, effectivement, on a passé un peu vite le planning, puis il est dense, hein, le planning n'est pas toujours facile en visio. Alors, les dates en général, ça bouge, je ne vais pas être très précise, mais en gros, c'est fin octobre, voilà, début novembre, le début de stage, et on finit, allez, fin mai, grand maximum fin mai. Voilà. Par contre, pour l'apprentissage, vous pouvez commencer votre apprentissage avant de commencer les cours. Et votre apprentissage va jusqu'au mémoire, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précise. Je l'espère. Avez-vous d'autres questions
ou est-ce qu'on va être obligé de se quitter parce crois. que on a été, c'est fini peut-être. Je pense. Bon, ben voilà. On vous dit au revoir. C'est très bien. Merci pour les informations. D'accord, allez, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va se quitter. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de partager ce joli moment avec nous. Et on vous souhaite une bonne continuation en espérant peut-être vous revoir à l'IRTS. Bonne continuation. Bonne continuation, merci. Au revoir.